Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous parlons apprentissage machine avec Hugging Face. Bonjour, merci de nous écouter, de mettre des petits pouces vers le haut, des petites étoiles. Nous sommes dispo dans toutes les applis de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Simon, un nom qui vous est familier si vous êtes auditeur du podcast AWS, parce que Julien était dans mon équipe. Tu étais Machine Learning Evangelist. Quelque chose comme ça. Tu restes dans le tu restes Principal Developer Advocate spécialisé en Machine Learning, et tu restes dans le Machine Learning, puisque maintenant tu as rejoint l'équipe de Hugging Face. C'est une start-up en France spécialisé sur le machine learning, mais tu peux nous en dire plus? Hugging Face, c'est quoi? Ça vient d'où? Quel était le postulat de départ? Tout à fait. Merci beaucoup Seb de m'inviter. C'est un plaisir de retrouver la communauté francophone. Absolument. Bonjour à tous. Alors Hugging Face, c'est une start-up franco-américaine. Donc il y a des bureaux à Paris et un bureau à New York. Et des ingénieurs un peu partout dans le monde. On est remote first. En remote. Voilà. Et donc c'est une start-up dont l'objectif est de promouvoir les bonnes pratiques de machine learning. Et on fait ça au travers de deux facettes. Une facette open source, avec une collection de modèles et de datasets sur étagère, complété évidemment par des librairies open source qui permettent de s'en servir. Et on va y revenir. Et une facette commerciale où on développe des produits et des solutions pour les entreprises, pour les aider à industrialiser leur modèle, le déploiement, l'optimisation des performances, etc., etc. Voilà. Et on est un petit peu moins d'une centaine aujourd'hui. Une centaine en quelques années et en pleine croissance. Oui, en pleine croissance. Alors, nous recrutons. Je vais pas faire la publicité. On a plein de postes ouverts, et comme on est effectivement remote first, voilà, on est ravis de considérer des candidatures un peu partout. Donc, voilà, vous pouvez aller voir sur le site ou me contacter si vous voulez des détails. Et le lien sur le site et toutes les librairies et les technologies dont on va parler aujourd'hui sont évidemment dans les notes du podcast. Vous scrollez un peu dans votre application et vous trouvez ça en dessous. Alors en machine learning, il y a plein de types d'algorithmes différents. Je ne suis pas spécialiste, c'est toi le spécialiste, mais il y a du deep learning, du neuronal, etc. Hugging Face focus sur un type de machine learning particulier qui est les transformers. Exactement. C'est correct. Tout à fait. Et c'est quoi? Alors historiquement, Hugging Face a commencé par développer un chatbot, et donc a construit des compétences autour du traitement du langage naturel, donc NLP, Natural Language Processing, et autour d'une architecture de modèles donc qui s'appelle les Transformers, qui est une architecture de modèles qui a vu le jour en 2017 et qui, alors j'aime pas les grands mots, mais on peut quand même le dire, qui a révolutionné la performance des modèles pour le NLP. En battant à peu près tous les benchmarks sur toutes les tâches existantes. Il y a un modèle dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle BERT, qui est un modèle qui a été développé par Google, qui a lancé cette nouvelle vague d'architecture, donc Transformers. Alors, Et donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ça marche comment? C'est des modèles. C'est des modèles qui sont compliqués. Ils sont basés sur un mécanisme. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais au cœur des Transformers, il y a un mécanisme qui s'appelle l'attention, au sens de prêter attention à quelque chose. Et donc ce mécanisme d'attention, en fait, il va permettre au modèle d'apprendre le contexte d'un mot au sein d'une phrase, en regardant les mots qui sont situés avant, les mots qui sont situés après. Alors c'est des techniques qui existaient déjà sur les architectures plus traditionnelles de type LSTM, etc. Mais qui a été affiné avec donc ce mécanisme d'attention a été vraiment affiné avec les Transformers, et surtout, et c'est vraiment ça la révolution des Transformers, c'est l'utilisation quasi systématique de ce qu'on appelle le transfer learning. Donc le transfer learning, c'est tout simplement l'utilisation de modèles préentraînés et leur spécialisation, ou pas d'ailleurs, parce que parfois les modèles préentraînés suffisent
à la précision. Sont suffisamment bons. Mais dans la plupart des cas, on va les affiner, donc les fine-tuner en bon français, sur son propre jeu de données. Et en fait, ce qui change complètement par rapport à avant, c'est qu'avant, on avait tendance à utiliser des modèles. Déjà, on avait tendance à construire son réseau de neurones. Donc les data scientists allaient construire un réseau, par exemple, basé sur des LSTM, en fonction, de leur expérience, de leur ressenti, de leur intuition. Et puis, ils allaient l'entraîner sur un jeu de données, ce qui nécessitait d'avoir d'énormes quantités de données. Vous avez tous entendu que le deep learning a besoin de beaucoup de données. Bon. Et donc, tout ça était extrêmement compliqué, parce qu'il fallait les compétences de construction d'architecture de réseaux de neurones, il fallait des compétences de construction de jeux de données, avec évidemment les joyeusetés liées au nettoyage, à la préparation, au feature engineering, etc., etc. Et donc c'était vraiment réservé à un tout petit groupe de compagnies et d'organisations, et avec une complexité et un temps énorme. Et donc, grâce aux Transformers, non seulement on a des architectures qui arrivent à des précisions bien supérieures par rapport aux architectures antérieures, et en plus, avec ces modèles pré-entraînés sur étagère, donc aujourd'hui sur le site de Hugging Face qu'on appelle le Hub, on a plus de 20 000 modèles sur étagère. Eh bien, les développeurs, cette fois, plus besoin d'être un data scientist expert, mais un développeur peut aller sur le Hub Hugging Face, donc huggingface.co, consulter la liste des modèles disponibles sur la base des tags qu'on leur a appliqués. Donc si on cherche un modèle pour résumer du texte, ou pour classer du texte, ou pour faire de l'analyse de sentiments, etc. On va vite trouver des modèles qui ont été entraînés dans un grand nombre de langues. Donc on a largement plus d'une centaine de langues supportées aujourd'hui. Et puis on va récupérer ce modèle, et avec 2 ou 3 lignes de code des librairies Hugging Face, on va télécharger le modèle et on va pouvoir le tester, et éventuellement, si on le souhaite, on va pouvoir le fine-tuner sur ses propres données, ce qui est un processus assez simple. Donc il y a une espèce d'accélération du processus, d'augmentation de l'agilité, et on abaisse énormément le seuil de compétences, et je dirais même le seuil d'outillage et de complexité technique nécessaire pour avoir des applications à l'état de l'art. Donc pour certains cas, le modèle sur étagère va correspondre à mes besoins, j'aurai une précision suffisante. Pour d'autres cas, je dois apporter un jeu de données relativement faible. Exactement. Par rapport à un entraînement à partir de zéro, ce qui me permet de démarrer plus rapidement. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que l'entraînement initial nécessite énormément de données. Et c'est vrai pour du texte, c'est vrai pour des images, parce qu'il faut énormément d'exemples pour que le modèle arrive à extraire les informations, les motifs qui sont cachés à l'intérieur des données. Alors que quand on fait du fine-tuning, quand on fait du transfer learning, on part sur un modèle qui a déjà été entraîné sur des quantités de données phénoménales. C'est typiquement, on entraîne sur Wikipédia, plus encore d'autres trucs, c'est énorme. C'est tout le corpus, c'est des milliards et des milliards de mots qui sont utilisés. Et par conséquent, si on arrive avec quelques milliers de documents, ça dépend de la tâche qu'on essaie d'accomplir, ou quelques centaines, ça peut suffire à fine-tuner le modèle, et donc à booster sa précision sur le vocabulaire qu'on trouve dans ces documents. Et alors, tu as parlé de NLP, donc de reconnaissance du langage. Donc, c'est passer d'une phrase écrite à la signification de cette phrase. C'est le cas d'usage principal, ou il y a d'autres cas d'usage? Tu as parlé de reconnaissance de sentiments, mais c'est une variation du NLP. Alors, aussi. Les grands cas d'usage sur le texte, c'est la classification de texte. Donc, typiquement la détection de sentiments, l'analyse de sentiments, la détection d'émotions, ça c'est les points importants. L'extraction d'entités, extraire des noms de personnes, des noms de sociétés, des noms de produits, des dates, essayer de comprendre de quoi le texte est en train de le résumé de texte, très important aussi. Ça c'est au bac français, ça aurait été utile. Donc on donne un texte et on peut le résumer en contrôlant la longueur du résumé. Donc il y a tout un tas de tâches comme ça. Les questions-réponses aussi. Donc poser une question sur un corpus de texte, obtenir une réponse. Donc ça c'est. Donc
Les engins de recherche. Par exemple, voilà, moteur de recherche ou consulter sur une knowledge base de exactement, documents. Consulter des knowledge base, tout ça. Donc le NLP, ça reste le cœur de ça. Mais ce qui est très intéressant, et ça c'est un développement assez récent, c'est qu'on se rend compte que l'architecture de Transformers est également très efficace sur d'autres tâches de machine learning comme computer vision, comme l'audio. Donc par exemple du speech to text ou du text to speech. Etc., etc. Donc, on se rend compte que finalement cette architecture-là délivre des performances à l'état de l'art. Donc, il y a un autre modèle qui a fait du bruit assez récemment et qui était mentionné dans le State of AI Report, qui est sorti il y a un mois ou deux maintenant, que j'encourage tout le monde à lire si vous voulez. Un panorama au mois de novembre, voilà, 2021. Exactement. pour recontextualiser. Tout à fait, mois de novembre, si vous voulez un bon panorama. Et donc, ce modèle, c'est un modèle qui s'appelle le Vision Transformer, qui est encore un autre modèle de Google, qui montre des performances excellentes sur de la classification d'images, des choses comme ça. Mais on voit finalement que toutes les données non structurées, texte, images, son, voix, fonctionnent bien avec des transformers. Et puis on voit aussi des clients qui ont des cas d'usage très très exotiques, très avancés sur life sciences, sur de la prédiction de structure de protéines, enfin des trucs complètement incroyables. Et donc en fait la conclusion de tout ça, c'est que l'architecture Transformers est en train de s'imposer comme une architecture généraliste pour le machine learning. À tel point que on voit même dans les enquêtes. Alors, il y a un autre rapport très intéressant qui a été sorti par Kaggle, donc la Kaggle Data Science Survey, qui est sorti également en novembre, qui montre que l'usage des modèles traditionnels, LSTM, etc., est en baisse, que l'usage même des modèles type XGBoost, enfin les modèles traditionnels, statistiques, etc., est en baisse, et que l'usage des transformers est en hausse. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. J'ai une question naïve avant de passer sur comment faire. Ça veut dire que les transformers pourraient remplacer le deep learning qui a eu beaucoup de les faveurs de la presse récemment, ou ce sont des cas d'utilisation radicalement différents? Non, c'est en fait les transformers sont des modèles de deep learning. Hein. C'est du deep learning, okay, mais je dirais c'est du deep learning 2.0, si on me pardonne cette ânerie, dans le sens où le travail du développeur maintenant, c'est plus tellement de se dire faut choisir un algo, faut coder un modèle, faut préparer des données, etc. Donc cet artisanat-là, avec toute la noblesse qu'il comporte, est en train de s'effacer au profit d'une vision un peu plus industrielle qui consiste à dire j'ai des milliers de modèles sur étagère avec des architectures différentes, des déclinaisons de l'architecture Transformers. Ces modèles ont été entraînés sur, j'ai envie de dire, tous les datasets disponibles ou presque, puisqu'on a une communauté, la communauté open source contribue énormément de modèles. Donc finalement maintenant je peux assez facilement identifier une shortlist de modèles que j'ai envie d'essayer, en quelques lignes de code les tester, éventuellement les fine-tuner et puis ensuite les déployer. Donc on entre dans une logique beaucoup plus software, un petit peu à l'image de ce que font des développeurs quand ils travaillent avec des librairies sur GitHub. Voilà, aujourd'hui je pense que tous les développeurs qui nous écoutent, quand ils ont un problème à résoudre, ils vont voir sur GitHub s'ils trouvent une librairie. On va chercher une librairie. On en trouve 1 ou 2, 3 peut-être. Bon, on les teste, on regarde un peu le code, on se fait un avis, on en discute avec l'équipe. Elles sont maintenues. Voilà, est-ce qu'elles sont maintenues, est-ce que les issues sont fixées, etc. Bon, voilà, on se rassure, on la teste, on teste les perfs, enfin on fait son boulot d'ingé quoi, de développeur. Bon, et puis si elle est ok, on la prend, on l'intègre dans l'archi et donc maintenant c'est la même chose pour le machine learning. Et donc on voit la même chose se produire sur le machine learning, et Hugging Face c'est vraiment je dirais le champion de cette approche où on veut vraiment rendre le ML plus simple, plus accessible, plus agile, avec vraiment la capacité à aller vite en production avec des bonnes performances.
Ok, prenons un cas concret. Je suis développeur dans une société qui reçoit beaucoup d'emails de ses clients. Ça peut être un institut public, enfin on peut imaginer. Et je veux faire deux choses. Je veux faire des stats sur les emails. Pourquoi les gens nous écrivent pour se plaindre, pour demander des... Et je veux pouvoir router les emails vers le bon service, comprendre comment je commence. Ça c'est un cas d'usage effectivement fréquent, hein, le support, le customer support. Donc alors il peut y avoir différentes... on peut envisager différents types de tâches. Il y a une première tâche qui pourrait consister à dire de quoi ça parle, pourquoi est-ce qu'on me contacte. Donc ça, en jargon NLP, on appelle ça du Named Entity Recognition, donc extraction d'entité, NER. Et donc on pourrait dire, voilà, de quel produit ça parle, de quelle fonctionnalité ça parle, et reconnaître à l'intérieur du texte finalement les éléments clés, du texte, et de se dire ok, ce mail il parle d'une console de jeu qui ne s'allume plus, ou voilà, blablabla. Bon, d'un lave-vaisselle qui fait du bruit depuis une semaine, voilà, de se dire d'essayer d'extraire finalement les éléments clés. Donc ça se fait avec de l'extraction d'entité. Donc il y a des modèles sur étagère qui font ça, ou par exemple, si c'était un voyagiste, on pourrait dire de quel pays ça parle, de quel hôtel ça parle. Tout ça est spécifique au domaine. Donc il y a des modèles qui vont nous aider à identifier ça, à extraire ces entités. Ensuite, on pourrait avoir envie de faire une analyse de sentiment, ou même une analyse d'émotion qui est plus intéressante. L'analyse de sentiment, généralement... C'est quoi la différence ? Alors, le sentiment, c'est positif, neutre, négatif. D'accord. Donc c'est déjà une bonne première étape. Et c'est vrai que sur du texte assez court, ça marche bien. Des tweets, par exemple, c'est très bien. Bon, on n'a pas forcément beaucoup de matières premières. Par contre, sur un mail ou sur une revue de produits ou un avis sur un hôtel ou un restaurant, etc., il y a quand même un peu plus de matière. Donc on peut détecter les émotions. Donc on pourrait dire, est-ce qu'on détecte typiquement de la joie, de la tristesse, de la colère, de la confusion. Voilà, c'est un petit peu plus granulaire. Et d'ailleurs, on pourrait faire les deux. On pourrait dire, voilà, c'est un mail négatif, et on détecte, voilà, il y a dans le mail, il y a cette phrase qui est particulièrement colérique, donc peut-être qu'il faut la regarder de plus près, etc. Donc ça va se faire avec des modèles, une fois de plus. Donc on peut tester des modèles sur étagère. Quand je dis que c'est 3 lignes de code, c'est vraiment 3 lignes de code. Il y a une API dans donc la librairie, la principale librairie Hugging Face s'appelle Transformers, sans surprise, et elle a une API qui s'appelle Pipeline, où il y a une ligne de code pour télécharger un modèle et une ligne de code pour prédire avec le modèle. Donc c'est vraiment, je n'exagère pas, c'est vraiment 2 lignes de code. Voilà, 3 lignes parce qu'il faut importer la librairie. Okay. Voilà, soyons précis. Soyons précis. Et donc voilà, ça se teste en quelques minutes, et même sur le site, donc sur le hub de Hugging Face, huggingface.co, on a un petit widget qu'on appelle l'inference widget, où vous pouvez taper une phrase et on met son texte. Vous tapez votre texte, vous cliquez sur compute et vous avez votre prédiction en ligne. Donc ça, voilà, ça permet de le tester vite, et ça, on parle de rien du tout. Là, on parle de identifier quelques modèles, les télécharger, les tester. C'est une demi-journée. Enfin, voilà, je vais dire une demi-journée. Pour quand on va plus vite, c'est une heure, quoi. Bon, mais et finalement, on va passer plus de temps à nettoyer ces données, à avoir un petit pipeline qui va prendre les mails ou les tweets ou les tickets Jira ou que sais-je, pour en extraire le texte. Extraire le texte, enlever les headers. Voilà, pour dire voilà, le texte est là, voilà, le texte est là, et c'est ça. C'est de l'HTML. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Bon, et puis si ça vous va comme ça, très bien. Si par exemple des tâches assez génériques comme la détection d'émotions, la détection de sentiments, bon, il n'y a pas vraiment besoin, à mon avis, de fine-tuner beaucoup.
Mais si vous voulez le faire, on veut fine-tuner, ça correspond à quoi? Imaginons que j'ai des noms de services et de produits qui sont des choses propres à ma société. Voilà. Je dois faire quoi? Je prends 100 emails et je dois les annoter. Alors il faut les annoter. Donc là, on reste sur de l'apprentissage supervisé. Donc par exemple, si vous effectivement ce que tu as dit là, c'est un très bon exemple. Si on a des noms de produits, des noms très précis, du vocabulaire très très spécifique à la boîte, on va prendre un petit corpus de texte. Quelques centaines, quelques milliers de documents, qui peuvent être des tweets ou du texte, c'est pas forcément des pages et des pages. Bon, on va les annoter. Bon, ça c'est un peu de travail. Alors il y a des outils open source pour le faire. Il y a un service AWS pour le faire qui s'appelle SageMaker Ground Truth, qui sait faire de l'annotation de texte, qui est tout à fait adapté à ça. Et puis on va récupérer son texte annoté qu'on va mettre dans un fichier CSV, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Et ensuite, on va pouvoir, toujours en utilisant la librairie Transformers, on va pouvoir utiliser une API de haut niveau qui s'appelle l'API Trainer et qui je vais pas exagérer, je vais dire 50 lignes. Je suis en train d'en faire tourner un là, je l'ai sous les yeux. 50 lignes de code permet de télécharger le modèle et de lancer, de configurer l'entraînement et de lancer l'entraînement. Voilà, Et le résultat de ça, c'est un nouveau modèle ou c'est quelque chose que je dois faire chaque fois? Donc c'est un nouveau modèle, fine-tuné qu'on peut évidemment utiliser, déployer avec la librairie Hugging Face. Alors Hugging Face s'appuie soit sur PyTorch, soit sur TensorFlow. Mais notre API reste quasiment identique dans les deux cas. Et donc ce modèle-là, vous pouvez l'utiliser en tant que tel, vous pouvez le déployer, et on peut le déployer avec les deux lignes de code. On peut le déployer dans télécharger le modèle. On peut le déployer sur SageMaker. On a une intégration. On est intégré sur SageMaker au même titre que PyTorch, TensorFlow, etc. Donc il y a des deep learning containers Hugging Face. Donc l'entraînement, s'il nécessite des ressources qui dépassent celles que vous avez sur votre bureau ou dans le placard, vous pouvez entraîner sur SageMaker, vous pouvez déployer sur SageMaker, vous pouvez déployer sur un service de container. Enfin voilà, tout ça est assez agnostique. Et puis si vous voulez, dans un workflow vous pouvez réel, partager le modèle. Vous pouvez le partager. C'est-à-dire que vous pouvez remettre ce modèle sur le hub Hugging Face en disant voilà, moi. En open source, j'ai entraîné mon modèle. Les données sur lesquelles je l'ai entraîné ne présente pas de caractère ultra confidentiel et je pense que ça peut servir à la communauté, donc je peux le repartager. Et ça veut dire que je suis en train d'essayer de mettre ça en dynamique dans un vrai projet, une vraie entreprise et de voir comment ça se passerait. C'est le type d'entraînement qu'on referait régulièrement, alors peut-être pas tous les jours, ça dépend des use cases, ça peut être tous les 2-3 mois, mais donc on peut automatiser tout ça aussi. Oui, bien sûr. À part la partie annotation, évidemment. Voilà, donc oui, c'est sûr. Bon, par exemple, la détection d'émotions, c'est un truc assez stable dans le temps, c'est-à-dire que ça va pas changer. Maintenant, si ton entreprise lance une nouvelle gamme de produits avec un nouveau vocabulaire, un nouveau nom, etc., des nouveaux features, un vocabulaire qui n'existait pas dans le dataset précédent, il faut réannoter quelques documents, réentraîner, etc., etc. De toute façon, le machine learning est un truc itératif. J'ai passé des années à le répéter. Oui, à automatiser et à faire du CI/CD comme on le fait pour du code, le faire sur le machine learning. Je pensais à d'autres cas d'utilisation. Je fais juste le lien avec l'épisode du podcast il y a quelques semaines où j'avais les gens de Datadome qui font de la détection de bots et donc ils prennent toute une série de signaux, par exemple la header HTTP d'une requête ou la signature SSL pour détecter les bad bots, des bons bots qu'on veut avoir sur son site, comme le bot de Google par exemple. Celui-là on veut le laisser passer, mais on veut éviter les bad bots. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire avec des transformers également, ou ça s'applique vraiment plus au texte, au sens où on l'entend, le texte humain? Non, ça peut être. Alors, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, là, les gros cas d'usage, c'est vraiment le langage naturel, mais on voit des cas d'usage aussi émerger sur time series, donc les données temporelles. Qui viennent de capteurs IoT. Exactement, et on pourrait tout à fait imaginer passer des logs web à des transformers. Finalement, c'est une autre forme de vocabulaire.
Voilà, c'est une autre forme de vocabulaire. C'est un autre langage. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une certaine structure qui apparaît dans votre texte avec ce qu'on appelle nous des tokens, donc des morceaux de texte, alors qui peuvent être des mots, mais enfin qui pourraient être le user agent, qui sont séparés par des espaces, etc. À partir du moment où on voit ce genre de structure, où on voit où on peut les séparer et où il y a une répétabilité dans ce vocabulaire, c'est-à-dire que voilà, user agent égale machin, ça veut toujours dire la même chose et source IP, ça veut dire la même chose, etc. À partir du moment où ce vocabulaire-là est stable dans le temps, on peut effectivement apprendre un transformer, parce que quand dans un log on voit cette phrase, enfin en tout cas ce vocabulaire-là apparaître, c'est une erreur, un warning, une tentative d'intrusion, etc. Ensuite, voilà, il suffira c'est de la classification de texte, on peut labelliser, on peut imaginer pas mal de choses. Mais une fois de plus, voilà, on voit. Moi, je pense qu'on va voir arriver de la détection d'anomalies. Enfin, on va voir arriver plein de cas d'usage. Il y a beaucoup de papiers qui sortent sur les transformers et il y a beaucoup de travail pour le cœur de l'architecture Transformers est très stable. Ce qui est intéressant, c'est quelles sont les dernières couches finalement. Les cas d'utilisation. Quelles sont les dernières couches qu'on vient mettre sur cette mécanique Transformers pour accomplir une tâche qui peut être effectivement classer des images, classer du texte, résumer du texte, et puis sûrement prédire des time series, etc. Donc oui, je m'attends à voir arriver ça rapidement. Et donc il y a plus de 20 000 modèles, 23 299 exactement. Parce que ça change tous les jours, toutes les minutes. Modèles en open source sur huggingface.co. Et alors on voit la catégorie des modèles, traduction, classification de texte, résumé, extraction de features, c'est tout ce qu'on a parlé. Mais les modèles les plus downloadés, c'est FillMask. C'est quoi du FillMask ? Alors ça c'est ce qu'on appelle, donc c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire tout part de ce qu'on appelle un language model, donc un modèle d'un langage qui va être un modèle d'anglais, un modèle allemand, un modèle français, etc. Où là, on n'essaie pas d'accomplir une tâche particulière, mais on veut extraire d'un gros corpus de données les relations et le contexte qui existent entre les mots. D'accord ? Donc c'est là qu'on va prendre tout Wikipédia et on va dire à un modèle, vas-y, apprends, modélise le langage, apprends les relations entre ces mots, apprends les relations entre leurs différents contextes. Et ça va servir de base pour tout le reste. Voilà. Donc c'est ça l'apprentissage initial. L'apprentissage initial, c'est on entraîne une architecture de transformers sur un énorme corpus, sans objectif précis, si ce n'est extrait, calcule les relations entre ces mots. Et puis ensuite, on va utiliser donc ce modèle pré-entraîné pour, comme je disais tout à l'heure, le fine-tuner. Et donc on va changer les couches de sortie du modèle, d'accord, pour mettre une couche de classification ou une couche de résumé ou une couche de question answering, etc., etc. Donc, il y a ce côté Lego où on part finalement du même modèle de base, du même modèle initial. De classification. Voilà, c'est là qu'il y a les gros modèles, enfin les modèles de langage. Donc les BERT, les Roberta, etc., etc. Et on vient finalement leur recoller une ou deux couches en sortie. Et c'est celle-là qu'on entraîne. C'est ça le fine-tuning. Voilà. Donc c'est sur ces couches-là qu'on va faire l'apprentissage spécifique à ton dataset. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ces modèles sont les plus downloadés. Voilà, c'est parce que les gens qui veulent faire du tuning, ils partent de ces modèles de base, ces couches de base, pour faire leur propre. Parce que cet apprentissage-là, il est long. Faut pas se mentir. Hein. Il peut durer des semaines sur des centaines, voire des milliers de GPU. Hein. Les modèles récents, le coût de calcul est énorme. Par contre, le fine-tuning, on parle de quelques heures au maximum. Quand je travaillais dans l'équipe Alexa, c'était une semaine de compute sur un nœud de 80 clusters. Enfin, sur un cluster de 80 nœuds, pour être précis. C'était les chiffres qu'on donnait à l'époque, ça a peut-être changé. Pour une langue, évidemment. Et après, on multiplie par toutes les langues et toutes les variantes. Exactement. Donc ça c'est hyper coûteux. Et c'est ça dont on se débarrasse
grâce au transfer learning en disant voilà, cet entraînement initial, il a déjà été fait, donc je peux me contenter finalement de récupérer ce travail-là et de demander à la librairie Hugging Face, vas-y, prends ce machin-là et colle-lui 2 couches de sortie pour faire de la classification qui ont pas un nombre de paramètres très très important, et donc que je vais pouvoir entraîner rapidement sur mon dataset en 1 heure, 2 heures, 3 heures et avoir de bons résultats. Encore une chose avant de clôturer avec peut-être un call to action. J'ai vu un truc qui s'appelle AutoNLP. Oui. C'est quoi? Auto Natural Language Processing. Alors AutoNLP, c'est un produit commercial de Hugging Face. Comme son nom l'indique, c'est une solution AutoML qui est à la fois très simple à utiliser. C'est vraiment, là pour le coup, c'est 0 ligne de code. Donc vous pouvez uniquement utiliser l'interface utilisateur, l'interface web, ou vous pouvez utiliser une ligne de commande, mais voilà, là c'est vraiment 0 ligne de code. Donc l'idée c'est d'amener son jeu de données, voilà, CSV par exemple, de choisir le type de tâche que vous voulez réaliser, donc par exemple de la classification de texte, du résumé, du question-réponse, et j'en oublie, de l'extraction d'entités, etc. Et j'en oublie, et on est en train d'en rajouter. Du résumé, voilà. De choisir le langage dans lequel se trouvent vos données, de choisir le nombre de jobs que vous voulez entraîner, donc ça va de 5 à 100. Clic, vous lancez ça, et donc automatiquement AutoNLP va aller choisir sur le hub Hugging Face les meilleurs modèles pour la tâche que vous avez sélectionnée. Il va les entraîner sur de l'infrastructure managée, il va choisir les hyperparamètres, il va faire tout ce qu'il faut. Donc tout ça va tourner gentiment. Et quand c'est terminé, vous récupérez donc le leaderboard, donc vous avez le classement. Vous avez les métriques, donc les métriques typiques de machine learning pour ce type de tâche. Et les modèles ont automatiquement été poussés sur votre compte sur le hub Hugging Face. Et donc, en allant sur le hub, dans votre compte, vous voyez vos modèles, et grâce à l'Inference Widget, vous pouvez les tester instantanément, vous pouvez entrer votre texte, et puis grâce aux librairies open source Hugging Face, vous pouvez télécharger les modèles, les intégrer dans votre code, continuer à les fine-tuner si ça vous chante. Enfin voilà, tout ça est plutôt bien intégré. Et donc on a pas mal de clients qui utilisent ça. Il y a 2 types de clients qui utilisent AutoNLP. Enfin, il y a deux types d'utilisateurs pour AutoNLP. Il y a effectivement des gens qui n'ont pas de compétences en machine learning, mais qui veulent quand même essayer d'y voir clair dans leurs données. Voilà. Et donc, si vous savez sortir vos données dans un fichier CSV et si vous savez cliquer dans une interface web, vous pouvez entraîner des modèles et prédire avec. Et puis, on a aussi donc des utilisateurs plus expérimentés, plus aguerris en machine learning, mais qui ont envie de débroussailler. Parce que si vous avez 1000 datasets ou 2000 datasets, vous n'allez pas tous les regarder à l'œil nu, vous n'allez pas tous les préparer à la main, c'est pas possible. Voilà. Et même si vous avez des bons pipelines, etc., c'est du travail. C'est du travail, c'est compliqué. Donc, ce que vous voulez, c'est débroussailler le terrain, dire voilà, on va entraîner des modèles sur ces différents datasets. On va regarder quelles métriques on obtient, et puis voilà. Bon, certains modèles n'auront pas beaucoup de pertinence et on laissera tomber. Parce que bon, voilà, ce problème-là n'est pas un bon problème de machine learning, en tout cas pas pour l'instant. Par contre, on a d'autres datasets, d'autres problèmes où là, on se rend compte qu'on arrive à sortir de la perf, et là, ça peut justifier qu'une équipe de machine learning effectivement s'y penche. Donc, il y a vraiment ce côté scaling, quoi, scaling de l'équipe où on se dit bon, on n'a pas le temps de tout regarder. On a toujours trop de choses à faire, donc on va débroussailler le terrain en lançant des jobs sur AutoNLP, et puis ceux qui sont les plus prometteurs, on va les regarder à la main. Et on saura que tiens, c'est cette architecture de modèle là qui a l'air d'être pertinente, donc ok, on peut zoomer, on peut s'y intéresser, et le reste on l'ignore. Donc c'est assez intéressant. Ouais.
Auto NLP, mais pour commencer, je peux aussi commencer avec les modèles en open source, les librairies open source. Absolument. Et donc, si je veux commencer, je vais sur huggingface.co, je choisis un modèle qui correspond au job que je veux faire, donc de la classification, du résumé, etc. Je download les librairies, je download le modèle et je soumets mes données au modèle. Exactement. Et le meilleur endroit pour commencer. Vraiment aussi simple que ça. Le meilleur endroit pour commencer, on a un cours en ligne qui est évidemment gratuit. Donc, huggingface.co/course. Course en bon français. C-O-U-R-S. Voilà. Et c'est parti. Et vous avez pas mal de chapitres. On est en train de continuer à en rajouter. Et alors ça, c'est vraiment, je veux rassurer tout le monde qui se dit oh là là, non, c'est compliqué, je vais rien comprendre. Le ML, c'est pas pour moi. Le cours est en Python. Et mon niveau de Python n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'être un génie en Python pour faire du machine learning. Donc, si vous avez des compétences basiques en Python et que vous avez envie d'apprendre les transformers, le machine learning, allez-y. C'est un cours qui est fait pour les développeurs. C'est pas un cours qui est fait pour les data scientists. Même si, bien sûr, les data scientists sont les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Il y a du contenu. Il y a des vidéos où on zoome un petit peu plus sur les aspects théoriques. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux développeurs et aux ingés de comprendre ce que sont les transformers, comment s'en servir, comment utiliser les librairies, et vous serez surpris du faible volume de code que vous écrirez. C'est une API qui est vraiment très dense. Voilà, et maintenant ça se marie bien avec SageMaker Studio Lab si vous cherchez un environnement de notebook. Voilà. Hugging Face est un partenaire de SageMaker. Vous êtes nativement on est nativement intégré dans SageMaker. D'ailleurs, je crois qu'on est sur la homepage maintenant de SageMaker Studio Lab. Donc, si vous voulez commencer, vous allez sur le cours Hugging Face, vous prenez le code et puis vous le copiez-collez dans SageMaker Studio Lab ou dans votre notebook local. Enfin, voilà. Bon. Mais en tout cas, dans Studio Lab, je l'ai testé, ça marche très bien. Et vous voilà parti pour les Transformers. Cool, voilà un bon moyen de passer son temps à apprendre des nouvelles choses pour le prochain week-end de pluvieux, oui, c'est ça. Qui ne saurait tarder. Voilà, si le réveillon de Noël, le réveillon familial se passe mal, bon, vous les laissez se disputer et vous allez bosser les Transformers. C'était très clair, merci Julien Simon, Chief Evangelist de Hugging Face, qu'on te suit sur YouTube. Julien Simon, tu postes des vidéos quasiment toutes les semaines, parfois un peu plus même, je mets le lien également dans les notes du podcast. Très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, on parlera des nouveautés des 2 dernières semaines sur AWS. Ça sera vendredi matin, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.